et bienvenue à l'EFET Studio Créa d'Aix-en-Provence. Je suis Camille Gros, la directrice du campus éductive à Aix et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une conférence donnée par Théo Martin, artiste graphique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Grégory Saraceni, le directeur de l'EFET Studio Créa Paris. Notre campus est situé en plein cœur de Paris, dans le quartier de Nation. Nous y enseignons l'architecture d'intérieur, le design produit, le design graphique et numérique. Du bachelor au master, et pour toutes nos filières, des titres reconnus par l'État. Alors aujourd'hui, nous accueillons Théo Martin, qui va nous faire une conférence qui va être exceptionnelle, j'en suis persuadé. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, je suis Jérôme Faure, responsable pédagogique de EFET Studio Créa Grenoble, l'école de design. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Théo Martin, artiste graphique et créateur de Edna Studio, pour une conférence rien que pour vous. Bon visionnage! Bonjour, Bénédicte Droval, la directrice du futur campus nantais. J'aurai la joie dès la rentrée prochaine d'accueillir tous les étudiants qui veulent suivre les programmes de l'école EFET Studio Créa à Nantes. Pour l'heure, je vous souhaite une excellente conférence. Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Ségolène Abscheit, je suis la directrice du campus éductif de Reims et je vous souhaite la bienvenue pour la soirée spéciale Théo Martin pour EFET Studio Créa. Bonne soirée. On était il y a quelques instants à Aix-en-Provence, on était à Reims, on était à Toulouse, on était à Toulon également, on a été à Paris aussi, oui, parce que l'EFET Studio Créa, l'école de design, est présente dans toute la France et va être de plus en plus présente sur l'ensemble du territoire. Ce soir, on est depuis Lille, parce qu'on a décidé de donner le coup d'envoi à cette belle marque, à cette grande marque au niveau national. Ça vous concerne, vous, les étudiants qui êtes présents ici ce soir dans la salle, évidemment en respectant les mesures sanitaires, mais aussi vous tous et vous toutes qui êtes en ce moment sur le live Facebook de l'EFET Studio Créa, je le rappelle, à Paris, à Reims, à Lyon, à Toulon, à Toulouse également, à Aix-en-Provence évidemment, et dans toute la France. Ce soir, pour marquer le coup, moi en tant que directeur de l'EFET Studio Créa ici à Lille, eh bien, j'ai le plaisir de laisser la parole, parce que c'est toujours un grand moment que d'inaugurer une belle marque, une belle école, aux responsables pédagogiques, c'est-à-dire aux personnes qui créent au quotidien, quasiment tous les jours, la pédagogie de nos écoles, c'est-à-dire être au plus près des étudiants. Et cette semaine, sur le campus de Lille, nos étudiants sont en train de réaliser un workshop. Je sais que le responsable pédagogique est à leur contact au quotidien. Et je sais aussi que l'ensemble des responsables pédagogiques des EFET Studio Créa ont à cœur d'être au cœur de l'action, au cœur de la pédagogie, au cœur des programmes avec leurs étudiants. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est aujourd'hui de créer et de faire les plus grands professionnels en design et en créa de France. Et j'accueille justement le responsable pédagogique de l'EFET Studio Créa à Lille, Sébastien Métivier, qui va nous présenter l'hôte de ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Pascal, merci. Alors, je ne savais pas si je devais préparer quelque chose, pas préparer quelque chose, parce que quand on connaît très très bien la personne, on se dit que tout va bien se passer et qu'on n'a pas besoin de préparer tellement on la connaît. Et puis finalement, là, il y a 2 minutes, 5 minutes, je me disais, mince, comment je vais présenter quelqu'un que je connais depuis 10 ans, avec qui j'ai passé un tas de moments, que j'ai rencontré en tant qu'étudiant. Je l'ai accompagné au tout début où brainstorming, bon, vaguement, on ne sait pas trop ce que c'est, choix de concept, ça ne dit pas grand-chose non plus. On ne tient pas un pinceau très droit, on fait des croquis comme on peut. Et en tout cas, j'ai observé que l'humilité, l'exigence et surtout le doute, et pour l'avoir pratiqué un certain nombre de fois, c'est, je le confirme, la marque des grands. Et je vais vous présenter Théo Martin qui ne fait pas exception à cette règle. Il avait tout ce qu'il fallait quand il était étudiant. C'est depuis devenu un très grand ami avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. Que j'ai conseillé en période de doute, que j'ai rassuré, que j'ai encouragé. Et aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu. Et il va vous raconter son parcours et je suis très heureux et puis personnellement un peu ému de cette forme d'aboutissement, de voir un ancien étudiant à moi qui maintenant va transmettre des choses aux étudiants d'aujourd'hui. Donc Théo Martin, merci beaucoup d'être là Théo. Eh bien, bonjour à tous.
Merci de m'accueillir. Merci à Pascal Toth de m'accueillir aussi sur le site de l'EFET Studio Créa Lille. Donc je me présente, je suis Théo Martin, je suis graphiste, photographe et vidéaste. Je suis directeur d'Edna Studio, un studio de création graphique spécialisé principalement dans le spectacle vivant. Je travaille avec beaucoup de collaborateurs de confiance et de clients fidèles. J'aime les couleurs fraîches, les typographies suspendues, les sujets en mouvement et m'adapter aux problématiques commerciales parce que c'est un petit peu le but de la communication. Je vais vous parler de mon parcours de façon chronologique à travers des rencontres essentiellement. Je commence donc par des études d'art appliqué. Je fais beaucoup d'expérimentations, je découvre le croquis de nu, la photographie, le graphisme aussi. À la base, je voulais plutôt faire une filière dans la mode, et puis finalement, je suis resté sur le graphisme. J'ai eu Sébastien Métivet en prof à ce moment-là, et il m'a appris à avoir un point de vue un peu différent sur tout un tas de sujets créatifs, tout simplement. Donc on s'est liés d'amitié, on a fait pas mal de projets ensemble, des photos, des vidéos, et on a aussi fait son site web, j'ai fait son logo. On a fait tout ça ensemble pendant une assez longue période, et c'est une période où moi j'étais assez pressé de travailler. J'avais déjà en fait quelques clients, et j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur, et j'ai décidé de suivre mon instinct, en fait, et d'arrêter mes études à ce moment-là pour créer mon statut et commencer à travailler. Donc j'ai commencé avec un attaché de presse qui m'a présenté 2 de ses clients, un hôtel pour lequel j'ai fait en fait toute la communication de l'inauguration et ainsi que les photos de l'événement. Et ensuite, il m'a présenté une deuxième personne, Olivia Moore, qui est une humoriste, qui était à l'origine une responsable marketing dans une grosse entreprise de cosmétiques, dont je ne peux pas citer le nom. Et c'est une personne qui m'a appris à me faire confiance dans ce début d'activité, parce que tout était un peu nouveau et j'avais vraiment jamais géré un client. Donc au début, j'ai mis à jour sur tous ces supports, ces flyers, ces affiches qui existaient déjà. Et après son site web, après on est rentré un peu plus en confiance. On a fait des fausses interviews dans mon studio d'étudiants. On s'est beaucoup amusé. Peu à peu, en fait, j'ai pris en main en fait toute son image et son identité visuelle, toute sa présence en fait sur la communication, qu'elle soit dans la rue, sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Fin 2013, je décide d'avoir plus de clients. Donc je trouve un prétexte en fait pour organiser un genre de showroom, ce que j'ai appelé comme ça. Donc je contacte l'hôtel Bi-Montmartre pour lequel j'avais commencé à travailler début 2013. Ils acceptent d'exposer mes photos et j'organise en fait un événement où j'invite toutes les personnes que je connais. Donc des contacts professionnels et moins professionnels, ne sachant pas exactement à quoi m'attendre. Et c'est là que je rencontre Annelise Bourgeois, qui est la directrice d'une agence de communication, l'agence Et Après, basée à Paris dans le 17e. Et assez rapidement, elle découvre mon travail et me propose de participer à des appels d'offres et des compétitions. Donc, c'est toute une période de découverte en fait d'un métier d'une agence de communication, d'un métier et de ses différents métiers en fait, parce qu'il y a beaucoup de strates entre la stratégie, les personnes qui gèrent les projets au sens du planning, la partie créative qui vous concerne davantage, et l'exécution, tous les métiers aussi de la chaîne graphique, de l'élaboration d'une idée jusqu'à en fait l'exécution, voire la fabrication si c'est un projet en physique. Donc très rapidement à ce moment-là, en fait, je découvre les logiciels Photoshop, InDesign, Illustrator de façon professionnelle, parce que je les connaissais, je les avais un petit peu abordés, j'avais un petit peu joué avec, on va dire. Et à ce moment-là, en fait, je récupère beaucoup de fichiers à l'agence, où en fait, je les refais chez moi le soir, pour voir comment c'est fait. Et parce que c'est des fichiers qui sont déjà partis en impression, donc je sais qu'ils sont en fait valides.
Et donc, je m'amuse à déplacer, modifier des fichiers, etc. Je suis en contact avec beaucoup de graphistes seniors qui travaillent depuis longtemps à l'agence. Bertrand Nicole, Cécile Marsloff, etc. Ils ont tous des spécialités différentes. Il y en a qui sont plus directeurs artistiques, certains qui sont plus exécutants. Et c'est des métiers qui sont extrêmement complexes si on ne les connaît pas. Donc je les ai découverts avec eux, qui m'ont tous appris des spécificités de certains logiciels, des techniques, parce que chacun a ses techniques aussi avec les logiciels. Il n'y a pas une seule façon d'utiliser un logiciel. Surtout que c'est des logiciels qui sont très vieux, avec beaucoup de fonctionnalités. Je commence aussi à proposer de faire des vidéos, parce que ça m'a toujours amusé, tout simplement. Et en fait, pour beaucoup de projets, des appels d'offres, des argumentaires, des commandes d'argumentaires papier pour vendre des produits à des clients. Je propose en fait une version vidéo systématiquement du support en fait papier. Donc au début, je m'amuse à prendre des morceaux de clips, de musique ou de bouts de film que j'assemble pour faire des montages un peu dynamiques. Et assez rapidement, en fait, on présente des projets un peu comme ça à chaque compétition, ce qui nous permet de remporter pas mal de contrats. Et suite à ça, en fait, je développe la partie vidéo. Jusqu'à présent, l'agence ne vendait pas de vidéos, et à partir de là, on a commencé à proposer vraiment de vendre des vidéos. Et donc, on a fait des cartes de vœux pour des gros groupes comme SCA, donc tout ce qui est les marques Nana, Tena, que vous connaissez sûrement. Après, il y a aussi des vidéos pour Samsung, des compétitions pour tout ce qui est les promotions que vous voyez dans les magasins Darty, etc., tous les bulletins avec les informations, etc. Tout ça, en fait, il y a un visuel qui n'est pas le plus important, puisque le plus important, c'est quand même la promotion. Mais à chaque fois, en fait, il faut en tout cas proposer un univers visuel qui accroche, avec une couleur, avec une forme. Et donc, voilà tout ce que je découvre en tout cas à l'agence et après. J'ai même des stagiaires. J'ai appris à avoir des journées très très longues, à faire tous les projets de A à Z. Et puis avec des stagiaires, j'ai appris à faire tous les projets de A à Z 2 fois. Ce qui est vraiment très intéressant. Aussi, parce on voit la chose complètement différemment aussi, parce que devoir expliquer ce qu'on fait, c'est pas la même chose. En tout cas, je découvre tout un tas de bases, on va dire, qui me seront ensuite nécessaires dans mon activité d'indépendant. En 2015, Rémi Lartigue, un ami avec lequel j'ai dansé beaucoup, revient des États-Unis où il a fini son école et dansé dans une compagnie pour créer sa propre compagnie, les Ballets de France. Et comme moi, je fais de la communication et du graphisme, il me propose en fait de gérer la communication de sa compagnie. Et en fait, il me laisse carte blanche. Donc, voilà la première identité visuelle que j'ai créée pour les Ballets de France. Et suite à ça, est associée à la création d'une affiche, l'affiche du Boléro, un hommage à Maurice Ravel. Donc là, j'ai été à Toulouse pour participer et diriger en fait le shooting où il y avait tous les danseurs et le photographe qui avait été choisi. Suite à ça, je fais des propositions, l'affiche en sort, une affiche qui donc du coup voyageait dans beaucoup de pays, puisqu'elle a fait une bonne partie de l'Europe, jusqu'en Roumanie. Et c'est une affiche qui a été plagiée par un grand groupe du spectacle vivant. Et à cette occasion, j'ai été consulter un avocat, puisque ça fait partie de notre métier, pour savoir ce qu'il était possible de faire. Et en fait, c'était tout à fait possible de gagner. En revanche, j'ai finalement refusé d'y mettre trop de temps, puisque c'était beaucoup d'énergie pour un résultat a priori peu probant. La même année, avec l'agence et après, avec laquelle je travaille toujours en collaboration, on gagne un appel d'offres pour toute l'animation commerciale pour des revendeurs de pièces détachées pour le groupe Renault. Donc ça, c'est un gros projet. Ensuite, en 2016, je m'affirme dans ma volonté d'être indépendant et d'avoir mes propres clients sans compter toujours sur l'agence. Un ami réalisateur en fait me recommande auprès du producteur d'Amanda Lear pour la partie musique en tant que graphiste. Et donc, il m'appelle pour créer le site web d'Amanda et pour en fait gérer toute la plateforme de communication digitale
autour de la sortie de son nouvel album en 2016, c'est ça, Let Me Entertain You. Donc je fais tout le site web. Donc c'est un projet qui m'a beaucoup plu puisque le nom de ma société, Edna Studio, vient du petit personnage des Indestructibles qui s'appelle Edna, avec la voix d'Amanda Lear. Voilà, c'était l'anecdote. Alors, pour la petite histoire, je me permets, Amanda Lear, je ne pense pas que ça vous parle énormément, alors nous un peu plus, mais c'est une icône, on va dire, des années 70, 70-80, ouais, oui. La période disco, voilà, elle était assez pionnière là-dedans. Et pour la petite anecdote, elle a aussi, voilà, elle en parle beaucoup, elle met beaucoup ça en avant. Elle était aussi muse de Dali. Elle a été une des muses de Dali, parce que Dali, évidemment, vous savez que sa muse principale, absolue, c'est Gala. Mais Amanda Lear a fait partie des muses de Salvador Dali aussi. Voilà. Absolument. Et elle a été aussi en contact avec David Bowie. Entre autres, gros contacts avec David Bowie. Suite à ça, les Ballets de France me rappellent pour la suite, après le Boléro et la saison 2015-2016. Et donc on crée toute l'identité visuelle de la nouvelle saison à venir. Et en fait, sur la première, qui était très beige, bordeaux, avec des couleurs un peu, on va dire, classiques, officielles, sérieuses, en fait, on décide de ne pas vouloir essayer de faire comme si on existait depuis longtemps. On assume le fait qu'on a 23 ans, tout simplement à ce moment-là, tous les membres de l'équipe. Et donc on crée toute une plateforme de communication en fait, avec des couleurs extrêmement pop, du rose, du bleu, du orange, comme vous pouvez le voir normalement. Et je crée à cette occasion du coup en fait, l'affiche du Sacre du Printemps. Donc là, pareil, dans le respect de cette charte, où on montre quelque chose de très chaud, de très frais et dynamique, avec un sceau, comme ça, avec une géométrie. La même année, donc, je fais une affiche plus classique pour le coup, puisque c'est pour un gala spécial qu'ils vont faire à Dubaï. Donc là, c'est le respect de la charte graphique que j'avais créée, avec un fond très monochrome, très épuré, on va dire, avec une pose plus classique pour montrer l'image de la danse classique, qui n'est pas la même en fait en France et dans d'autres pays. Tout le pays en fait a une façon de voir chaque discipline. Ensuite, je crée pour la première fois une affiche pour Olivia Moore, pour le même spectacle qu'elle faisait déjà, mais en fait elle fait une deuxième version de son spectacle. Et donc on change l'affiche, donc je fais cette affiche, et là je m'occupe de, pareil, toute la plateforme de communication, de la bande-annonce, etc. Elle me recommande un humoriste, Edgar, qui fait un one-man show sur la danse. Et donc ces deux spectacles vont être présentés au Festival d'Avignon en 2016. Et c'est à ce Festival d'Avignon que je rencontre donc Marie Guibourg. Marie Guibourg fait partie, après Olivia Moore, des rencontres très très importantes que j'ai eues dans mon parcours, parce que c'est une personne extrêmement dynamique, qui m'a tout de suite fait confiance. C'est une... Excusez-moi. Et force de cohésion, elle m'a entraîné en fait dans une dynamique sociale que j'avais assez peu jusqu'à présent, puisque j'étais beaucoup à l'agence. Et donc, je sortais peu pour aller rencontrer, en fait, aller au spectacle, aller rencontrer tous les personnes en fait, de ce milieu. C'est une personne qui sait diriger en fait, des équipes. Elle a toujours fonctionné comme ça. Et en fait, elle m'a intégré dans son équipe et m'a fait rencontrer énormément de monde, de collaborateurs, de clients, etc. Elle a été directrice clientèle chez Publicis pendant des années. Elle co-dirige le Montreux Comédie Festival pendant 7 ans. Elle devient productrice elle-même. Elle crée sa société de production Chauffe Marcel, que vous pouvez voir sur l'image. C'est une personne en fait, qui a une éthique irréprochable. Alors, pour l'avoir rencontré, je sais plus, quelques fois. Oui, je sais plus. Alors, c'est effectivement quelqu'un qui, quand vous la rencontrez, moi je la connaissais pas, je l'ai vue une fois. La première fois que je l'ai rencontrée, elle a le chic, et ça, j'espère que vous serez amené aussi à rencontrer des gens comme ça, pour choper tout le positif de la situation dans laquelle vous êtes. Tout ce que vous racontez, elle est tout de suite en anticipation de tout. Tout ce que tu lui expliques, elle voit tout de suite ce que ça va donner, elle voit tout de suite à quoi, qu'est-ce qu'on peut prendre là-dedans pour en faire quelque chose d'encore mieux, quoi. C'est non-stop, non-stop, non-stop. Il n'y a jamais de
comment on va faire, ça va être difficile, je sais pas, il faut qu'on réfléchisse. C'est tout le temps, avancer. Exactement. Donc effectivement, pour quelqu'un comme Théo, qui en était encore aux prémices de toute une assise, même vous voyez l'expérience qu'il a pu avoir très jeune, mais il y avait encore des choses à installer, à consolider. C'était évidemment une rencontre, je pense, qui était moteur, qui était clé dans toute l'émancipation qui allait arriver derrière. Tout à fait. Donc, effectivement, et en plus, comme elle est metteur en scène aussi de spectacles drôlatiques, du coup, elle me fait aussi travailler sur les projets sur lesquels elle travaille, en fait, et en tant que productrice, et en tant que metteur en scène. Donc, le premier projet, en fait, c'est l'identité visuelle de sa propre société, Chauffe Marcel, et elle me présente à cette occasion son photographe de référence et ami, Sven Andersson, photographe avec lequel je vais travailler beaucoup par la suite, en binôme, en fait, pour créer des affiches. Et donc, c'est lui qui a réalisé cette photo, toute la séance photo, en fait, autour de l'identité visuelle de Chauffe Marcel. Suite à ce projet qui se passe très bien, elle me propose de prendre en charge toute l'identité visuelle et les adaptations, en fait, d'une création d'affiches qui a été faite à Montréal pour l'humoriste Rachid Badouri, qui vient en France avec son spectacle Rechargé. Et donc, à partir de 2016, en fait, je m'occupe de toutes les adaptations de Rachid Badouri dans la France, parce qu'il fait beaucoup de tournées. Suite à ça, elle me parle d'un projet, de la création d'un gros festival avec Gérard Policino et Pierre Sarrazin. Donc, moi, je suis un petit peu intimidé puisque c'est quand même une grosse responsabilité de créer l'identité d'un festival. Donc, je dis oui. Et au début, c'est pas très simple parce que Gérard Policino est producteur et réalisateur. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a créé et réalisé de centaines d'émissions de télévision, dont La Télé des Inconnus, Taratata, N'oubliez pas les paroles. Il a créé des fictions, beaucoup de clips pour des artistes et beaucoup de captations de concerts pour Johnny Hallyday, Céline Dion, Lara Fabian, Madonna, etc. Et il s'associe avec Pierre Sarrazin, qui est producteur et manager, une personne un peu de l'ombre. C'est un faiseur. Il crée des entreprises et il mène à bien en fait les projets d'artistes dingues, complètement. Par exemple, il a imaginé une série documentaire sur la création d'un spectacle de Franco Dragon, qui a dirigé le Cirque du Soleil. Il l'accompagne donc sur la création du spectacle Le Rêve à Las Vegas. Il a participé à la création de Taratata avec Gérard Policino, le moment où ils se sont rencontrés dans les années 90. Il a organisé l'exposition de 20 statues de bronze de 3 tonnes de Philippe Geluck, qui aurait dû avoir lieu en avril dernier et qui finalement aura lieu cette année normalement, si tout se passe bien. Ou pas. Voilà. En tout cas, il a l'originalité de choisir ses collaborateurs sur ses intuitions. Et j'ai la chance d'en faire partie. Donc là commence en fait 6 mois de travail intense, parce que créer un festival, on est 5 dans l'équipe, from scratch, il n'y a rien. Donc au début, on a 1 mois pour créer tout le contenu pour la conférence de presse, donc des visuels, une programmation, une identité visuelle, tout ça en ayant juste un nom, Waterloo, puisque ça se passe à Waterloo, en Belgique. Et c'est pour ça que je suis parti sur l'idée d'utiliser Napoléon, comme il a perdu cette victoire. C'est déjà drôle en soi. Et initialement, sur la première version que j'avais proposée, je l'avais mis intégralement en rose, parce que je trouvais ça encore plus amusant, tout simplement. Pendant ce festival, je rencontre une personne avec laquelle je fais le site web, une développeuse avec laquelle je travaille depuis maintenant sur tous les projets web. Je rencontre aussi une agence de communication qui s'occupe de la production du contenu, des relations presse et des réseaux sociaux. C'est une agence aussi avec laquelle je travaille. J'ai fait des dossiers de presse pour la 50e édition de la Biennale de Venise au pavillon belge, des choses comme ça. Beaucoup de médecins aussi. Alors, c'est moins intéressant, mais ça fait travailler. Voilà. La même année, les Ballets de France créent le spectacle Peter Pan. Donc cette année, je refuse de faire l'affiche parce qu'elle est trop loin de mon univers. Je la trouve personnellement kitsch.
Et en fait, c'est une production américaine dont ils ont acheté les droits. Et donc, on a peu de marge de manœuvre en fait sur la création de l'affiche. Et donc, j'ai refusé de m'associer en fait à ça. En revanche, par fidélité pour Rémi Lartigue, qui est mon ami, j'ai quand même fait après toutes les déclinaisons des dossiers de presse, certains visuels pour les réseaux sociaux, etc. Et pendant la résidence de création de ce spectacle, je rencontre Julien Benamou, le photographe de danse officiel de l'Opéra de Paris, qui fait les photos du spectacle. C'est une personne dont je suis déjà le travail. Suite à ça, le directeur de la communication de Juste pour Rire France, qui avait repéré mon travail pour Rachid Badouri et l'efficacité qu'on avait mis en œuvre avec Marie Guibourg et toute son équipe, me propose de me confier beaucoup plus de spectacles. Parce qu'en 2017, il y a une très grosse rentrée pour Juste pour Rire, puisqu'ils ouvrent un nouveau théâtre à Paris de 900 places. Autant vous dire que ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Et donc, il me confie la création de l'affiche de 4 spectacles, donc Vincent C., Romane Fraissinet, La Cantatrice Chauve et The Pianist, qui est un spectacle de cirque visuel, et aussi les adaptations pour 3 spectacles, où là, c'est de plus grosses entreprises. Donc le Cirque Éloise, avec le spectacle Circopolis, le Seul en scène de Gilbert Rozon, le directeur et créateur de Juste pour Rire international, et Arturo Brachetti. Donc là, je m'occupe ensuite de faire tous les visuels institutionnels aussi du groupe, donc sur des salons, au Stade de France, etc., où tous les visuels en fait partagés dans le métro, les 4x3, etc., où ils présentent tous leurs spectacles en fait mélangés. Suite à ça, Mathieu Pinchina, sur les conseils d'Olivier Moore, me contacte pour créer son affiche de son spectacle Tout seul comme un grand. Le début d'une jolie relation aussi. Gérard Pulicino m'appelle ensuite pour créer un logo pour une émission. Je dis oui, bien sûr. La production m'appelle et c'est pour les 40 ans de carrière de Michel Leb. Donc ça s'appelle le Leb Show. Et donc, non seulement j'ai créé le visuel, mais j'ai aussi vendu en fait l'animation du logo, l'écran de fond de scène de l'émission et aussi l'habillage, la partie visible pour les téléspectateurs, avec les bandeaux qui annoncent les artistes, les actualités, le pro en tournée bientôt ou quelle que soit l'exploitation. Et donc ça, c'est une expérience tout à fait enrichissante puisque j'ai vendu en fait du motion design, sachant que c'est quelque chose que j'explorais de mon côté pour m'amuser, parce que ça m'intéressait, mais je n'avais jamais eu à faire de rendu avec en fait ces logiciels. Et avec l'équipe de Gérard, j'ai complètement trouvé des moyens en fait. J'avais les idées et à la fin, techniquement, j'ai réussi à apprendre beaucoup de choses. Et donc c'est très intéressant. Pendant ce gala télé, je rencontre Étienne de Balazy qui fait la mise en scène, avec qui on crée tous les visuels. C'est une personne qui met en scène, par exemple, Jean-Luc Lemoine, qui a été directeur artistique de Montreux Comédie aussi. Et il écrit un livre sur le guide presque complet du presque parfait stand-up et one-man show. Et il me propose de m'interviewer en fait, pour rédiger toute la partie conseil sur la création d'une affiche pour un spectacle d'humour. La même année, je fais un appel d'offres avec l'agence et après avec laquelle je travaille toujours sur pour la Banque Populaire du Sud, pour un magazine interne. C'est un gros appel d'offres avec un projet que j'aurais beaucoup aimé vous montrer, mais que je ne peux pas pour des raisons de confidentialité. L'année suivante, Waterloo revient et on décide de moderniser l'identité visuelle. Donc on décide d'enlever Napoléon pour montrer qu'il y a des artistes et on change la typo, le logo pour que ce soit plus impactant et plus en fait promotionnel. Donc voilà la nouvelle affiche. Donc on met en avant tous les artistes.
Là, j'ai pris la liberté de ne prendre que les photos où les artistes en fait, sont en mouvement, pour éviter d'avoir une affiche figée comme on peut souvent les voir, et avec la création d'un call to action rectangle rouge très visible et tout un tas de codes en fait, promotionnels. Suite à ça, je crée l'identité visuelle et le site web de Julien Benamou que j'avais rencontré 1 an avant. Parce que je trouve ça intéressant en fait de vous expliquer que souvent on peut rencontrer des gens qui peuvent éventuellement être intéressés par votre travail, mais que la rencontre, ou en tout cas ça ne se fait pas toujours dans l'immédiat. Là en l'occurrence, au bout d'1 an, on s'est retrouvés et on a commencé à travailler ensemble. Et pendant ce projet, il me présente Elena Ramos, une artiste, contorsionniste, photographe et autoportraitiste. Elle est l'inventrice d'une discipline plastique, la fashion flex culture. C'est une triangulaire dans laquelle il y a la chorégraphie de contorsion, les codes de la haute couture et de la sculpture. C'est une personnalité incroyable. Elle me fait découvrir une approche du corps et de l'esthétique. C'est quelque chose qui me passionne et en fait, j'en viens à ce moment-là me concentrer sur des sujets plus personnels. Elle me donne des cours de contorsion, elle me montre comment poser devant l'objectif, qui est quelque chose que j'ai déjà, que j'ai fait. J'ai demandé à des gens de poser derrière l'objectif pour des affiches, et là je me retrouvais à la place des personnes à qui j'avais demandé de faire la même chose. Et donc c'est tout à fait en fait enrichissant. Cela réveille en moi en tout cas l'envie de photographier la beauté du corps. On fait beaucoup de photos ensemble et peu à peu on commence à photographier d'autres personnes, des amis, etc. Suite à ça, je fais appel à mon tour au service de Julien Benamou pour créer la nouvelle affiche d'Olivia Moore pour son spectacle Égoïste. Le but de cette affiche, c'était de montrer une personne libérée, un peu conquérante, vindicative, pour exprimer son désir de liberté. Ça fait suite à son divorce. Et en tout cas... et elle signe avec une production qui s'appelle 20h40 et qui est située à Lille. Je tenais à le préciser. Suite à ça, Pierre Sarrazin, avec lequel j'ai travaillé sur le festival, m'appelle pour créer l'affiche de la tournée mondiale du Lido. Alors sur le coup, je suis un peu surpris, mais en tout cas, ça correspond à un rêve d'enfant pour moi, parce que quand j'étais en primaire, on m'avait offert un livre sur les cabarets parisiens, et certaines photos du Lido, j'avais retenu, et je me suis dit, un jour, je veux faire ça. Voilà. Faire ça, on ne sait pas comment. En tout cas, on me propose de faire l'affiche de la tournée mondiale, que j'accepte, et son illustration. Donc j'ai créé complètement une illustration pour cette affiche. Il fallait représenter la France, il fallait représenter le Lido, et le fait que ce soit une tournée mondiale. Donc, j'ai fait le choix d'utiliser la couleur bleue, en fait, la couleur emblématique du Lido, le bleu nuit. J'ai créé une danseuse, elle-même bleu nuit, de la couleur du Lido, et j'ai été fouiller dans les archives du Lido toutes les vieilles affiches de Gruau, l'illustrateur, pour essayer de récupérer les codes au niveau de la gestuelle des mains et du visage, et de l'expression du visage, et le traitement aussi du visage. Ce qui fait qu'au final, j'ai créé en fait une forme d'avatar représentant le Lido et une danseuse en même temps, qui ne puisse pas être identifiée réellement, puisqu'elle est complètement imaginaire. Le tout associé donc à la tour Eiffel rouge, symbole donc de Paris, pour qu'au final, les 3 couleurs présentes soient en fait réellement le bleu, blanc, rouge et le doré pour le cabaret. Et si je me souviens bien, il a fallu que le premier réflexe a été de te dire qu'il fallait que tu te replonges dans les cours de croquis de nu. Exactement. Oui, voilà. Donc les années passent et vous voyez à un moment donné, ça vous arrivera et vous le verrez régulièrement. Vous direz, ah oui, alors attends, ça je me souviens, ça c'était un fondamental, on l'avait en cours. Parce que là, vous voyez, même si vous avez compris qu'il a travaillé sur un tas de logiciels
et qu'on est dans des approches digitales et des expérimentations numériques, là, ben, il n'y avait pas le choix. Il fallait, pour l'esprit de la tournée, il fallait revenir au dessin, il fallait revenir à l'essai, à la proportion. Donc, ben, réflexe, c'est mon prof ou ma prof de croquis de nu me disait quoi, m'aurait dit quoi, me dirait de faire comment, et c'est reparti pour un tour. Et il est Exactement. reparti pour un tour. Bah, surtout qu'en plus, l'illustration ne faisait pas partie des choses que je pratiquais de façon régulière. J'avais beaucoup aimé dessiner à l'école, j'avais beaucoup appris, j'avais beaucoup aimé ça, mais sur ces 3-4 premières années de travail, en fait, j'ai pas été beaucoup amené à dessiner. Et c'est vrai que du coup, de but en blanc, on me demande une illustration, je fais bien sûr, on va trouver un moyen de le faire. Donc effectivement, beaucoup d'étapes aussi pour effectivement justement les proportions, la crédibilité, les épaules, les hanches, etc. Suite à ça, Patricia Marty, une des partenaires de Marie Guibourg, me propose de participer à un appel d'offres pour le centenaire du Théâtre des Deux Ânes. C'est un théâtre de chansonniers initialement, avec une image qui avait une image en tout cas assez désuète, avec un public d'abonnés, mais qui ne faisait pas beaucoup de nouveautés. Et donc cette année-là, ils décident pour le centenaire de se renouveler et d'accueillir plus d'artistes actuels comme Blanche Gardin, Pierre-Emmanuel Barré, Régis Maillot et toute la clique. Je ne me souviens plus des noms. Donc pour cette affiche, du coup, le brief c'était les deux ânes, c'est à une image vieille. Du coup, on veut complètement moderniser ça, donc on ne veut plus d'ânes. Et du coup, je leur propose une illustration avec deux ânes, mais en version dandy, ce qui change effectivement de ce qu'ils avaient jusqu'à présent. Comme c'est un festival désobéissant, je propose de renverser les logos partenaires, tout un tas de détails en fait qui font la cohérence avec le thème. Voilà. Il me demande aussi d'ailleurs d'utiliser mon illustration pour imprimer une bâche pour le fond de la scène, ce que j'accepte bien sûr. Ensuite, Arnaud Demanche me demande de faire son affiche pour son spectacle son blanc et hétéro. Il se pose la question en fait de quelle est la place du blanc hétéro en 2018. Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Il a l'impression d'être un petit peu effacé, surtout qu'en plus il est versaillais. Et donc je l'ai représenté avec une couronne de laurier. Ouais, ça fait beaucoup pour le même. Bah, c'est ça. Donc je l'ai présenté avec une couronne de laurier qui tombe, et en fait sa silhouette blanche sur fond blanc qui s'efface et qui finit en fait dessinée au crayon. C'est la même année aussi, Cléo Garcia, que j'avais rencontré sur le projet du Théâtre des Deux Ânes, me fait rencontrer Thomas Louise. Et donc c'est mon premier contrat que je signe avec Warner Music France. Et ensuite, 2019, en fait, le milieu du spectacle vivant commence à me passer beaucoup de commandes. Donc là, je crée un réseau d'affichage dans le métro à vos sorties, qui est un réseau d'affichage en fait qui permet aux petites productions de partager un seul et même affichage, pour réduire les coûts, parce que souvent ça coûte assez cher. Je crée le site web du Théâtre La Bruyère. Ça va venir, ça c'est la prochaine étape. Ça. Donc le site web du Théâtre La Bruyère. Une campagne pour France 3, Paris-Île-de-France, toujours avec Patricia Marty de l'agence Cité Média, qui est une agence d'achat d'espace. Je crée toujours pas l'hôtel. Ça viendra aussi Oh. après le Le théâtre. site web de l'hôtel Bi Montmartre, qui est en fait l'hôtel qui m'avait accueilli en 2013 pour faire mon expo de photos, et avec lesquels j'ai continué de faire des petits flyers ou des petits coups de main réguliers. Et à ce moment-là, en fait, ils m'ont mis en relation avec une agence spécialisée dans la création de sites web pour l'hôtellerie, parce que tous ces secteurs-là, en fait, ont des contraintes de référencement et de techniques avec des logiciels de réservation qui sont très pointus. Et comme un client me l'a dit un jour, je ne fais que de la peinture, absolument pas de technique. Donc, on me met en relation avec des agences qui s'occupent de la technique. Pareil, Cléo Garcia, qui m'avait présenté à Thomas Louise pour Warner Music France, me met en relation
avec l'équipe de Par Jupiter pour créer le Jupiter Show, puisqu'ils ont décidé de créer un plateau d'humoristes à Saint-Étienne. C'était une date unique. Alors là, cette année-là, on décide de commencer la communication un an avant pour le festival, l'ancien Waterloo Festival, et avec une contrainte de taille, puisqu'il faut garder l'identité visuelle en changeant le concept, le nom et le lieu. Alors, où suis-je ? Voilà. Donc en fait, le festival devient transfrontalier en France et en Belgique, à Aulnoy-Aymeries et Mons. Et donc c'est 2 pays, 2 villes, 2 fois plus de rire, c'est le slogan qu'on a véhiculé, et avec beaucoup de contraintes, parce que cette année-là, j'ai pris directement tous les interlocuteurs pour tous les partenariats, les médias en France et en Belgique, pour les réseaux d'affichage SNCB, les réseaux d'affichage SNCF, et c'est 2 fois plus de travail, en fait, tout simplement, pour un même événement. La même année, donc, je crée des affiches pour Alexandre Peccini, qui est une compagnie en Corse. Là, c'est pour un spectacle d'improvisation, c'est un triptyque d'affiches autour d'un même thème. Je crée aussi l'affiche T-Rex, un spectacle qu'il va présenter au Festival d'Avignon cette année-là. Ensuite, cette année-là, c'est aussi la première fois que je rencontre, que je vais au-devant d'un client pour lui proposer mes services. Il s'agit de Quartier Libre, parce que je sors d'un spectacle qu'il produisait, que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Garden Party, qui était au théâtre Antoine. Et je vais rencontrer la production pour leur proposer mes services, en leur disant « j'aime beaucoup ce que vous faites ». Et donc, suite à ça, en fait, il me confie la création d'une affiche, l'affiche d'Ava la Dame en verte, qui est une acrobate, une clown trapéziste, exactement, qui a l'originalité de faire un seul en scène charismatique. Donc, je crée cette affiche pour Avignon 2019. Et au final, pour Avignon, je crée en fait 8 affiches cette année-là, ce qui est beaucoup de travail, et c'est pour ça que c'est très important en fait de s'entourer avec des personnes de confiance, parce que j'ai pu réaliser ces 8 affiches en fait aussi parce que j'étais en binôme avec Sven Anderson, dont je vous ai déjà parlé. Ce qui fait qu'on a vraiment créé ces affiches côte à côte, et c'est grâce à ça qu'on a pu s'en sortir, parce qu'avoir 2 mois pour créer 8 visuels, eh bien, ce n'est pas chose simple. L'année suivante, 2020, on me demande de créer la nouvelle affiche de Kéron. Le photographe est Audouin Desforges, un photographe portraitiste, qui réalisera aussi l'affiche d'Éric et Quentin, enfin la photo de l'affiche d'Éric et Quentin que je ferai juste après. La même année, je suis amené à créer un deck. C'est un dossier de vente pour une série. Et donc, c'est une série créée par Gérard Pulicino, Pierre Sarrazin et Maria Elena Rodriguez. Une série sur le thème du golem de Prague. C'est une fiction. Donc on participe à un appel d'offres Série Mania. Non. Donc le but, en tout cas, c'est de vendre le concept de la série à Amazon Prime, Netflix et tous les acteurs en fait de diffusion, du streaming, etc. Donc en tout cas, c'est un nouveau type de support que je découvre à ce moment-là et un nouveau milieu avec de nouveaux enjeux. Ensuite, Quartier Libre, avec lequel j'ai déjà fait Ava, me confie toute la communication digitale de Miraculous, le spectacle adapté de la série sur TF1. Donc je m'occupe de faire le site web, de faire les bandes annonces ou d'habiller les bandes annonces, puisque c'est un spectacle en fait qu'ils utilisent, qui a été créé en Espagne initialement. Donc c'est un projet assez complexe à gérer, puisqu'il y a beaucoup de niveaux de validation, parce qu'en fait c'est un spectacle dont les droits appartiennent à une société de production espagnole,
qui utilise des éléments visuels d'une série qui est diffusée sur TF1 et qui appartient à un gros groupe français, Zachtoon, qui est basé à Los Angeles. Et donc ça fait beaucoup d'étapes de validation, à peu près 5 par visuel, quand il n'y a qu'un aller-retour. La même année, Quartier Libre me rapproche de Charlotte Saliou, qui est une artiste clown qui crée un spectacle qui s'appelle La Revanche de Viviane Rose. Et donc on me demande en fait de créer tout le dossier de création. C'est le dossier qui est destiné en fait à être envoyé à des productions, des théâtres, pour trouver en fait des fonds et des lieux pour pouvoir répéter et pour pouvoir créer le spectacle. Donc à cette occasion, je crée aussi l'illustration qui est actuellement en cours, en tout cas. Quartier Libre toujours me rapproche de 2 acrobates, Christopher Macaulay et Diego Sales, qui créent un spectacle. Ce sont 2 acrobates trapézistes, et donc là, pour la première fois, je fais et les photos et la création du dossier et tout le graphisme qui va avec. Je rencontre aussi donc Marie Surget, qui est une comédienne, une chorégraphe, qui crée un spectacle aussi, c'est souvent redondant, et de la même façon, là je crée en fait toutes les photos et le dossier de présentation, ainsi qu'une maquette d'affiche. Pendant ce temps, pendant toutes ces missions, on va dire, on développe avec Elena Ramos le concept Amour en scène, qui est un concept de service, photographier et mettre en scène des personnes d'horizons divers, pas nécessairement comédiens, ce qui change, en tout cas, faire leur portrait transposé en tableau. On associe en fait nos expertises, c'est-à-dire la connaissance du corps, le graphisme, le stylisme, les couleurs, la lumière et aussi la mise en scène, pour partager en fait notre passion de l'art et de ce qu'on aime faire avec le plus large public possible. Le projet d'Amour en scène, c'est aussi de réaliser un long métrage, une image d'Épinal en fait d'un Paris élégant et romantique. L'idée, c'est de créer, de la même façon qu'on a imaginé des photos de personnes, la même chose en fait en long métrage. Ensuite, sujet d'actualité, puisque c'est cette année. En attendant que la situation sanitaire soit plus propice, Pierre Sarrazin et Gérard Policino décident de créer la société Bécane SAS, dont je crée le logo. Le but est d'importer la marque de moto anglaise Lexmoto en France. Et donc, je les accompagne, comme à chacun de leurs nouveaux projets maintenant, dans la création de tous les outils de communication, le site web, les visuels pour les réseaux sociaux, les argumentaires de vente, les balisages points de vente, etc. Pour finir, ce que je souhaite en 2021, c'est proposer à mes clients mon expérience acquise de toutes ces rencontres et de tous ces projets, avec encore plus d'outils, de modernité, de nouvelles technologies, et être prêt à répondre à des clients à la recherche de nouveaux modes de communication, surtout avec ce contexte sanitaire qui nous oblige à réfléchir un peu autrement à tout ce qu'on doit faire et comment on doit communiquer. Voilà. Merci beaucoup Théo. Tu pourrais juste, alors moi je le connais, mais tu peux juste dire ton âge. J'ai 27 ans. Voilà. Mais ça vous attend. Ça va vous arriver aussi. Alors, moi ce que je retiens et ce que je pense qu'il faut que vous reteniez aussi, c'est dans le discours de Théo, quand il raconte son parcours, parce que c'est ce que je voulais. Je voulais pas qu'il fasse une conférence thématique sur une problématique professionnelle. Voilà. Là, il déroule son parcours, puisque pour vous,
étudiants, il y avait selon moi un lien, quelque chose de très rassurant aussi, de se dire oui, il y a eu un étudiant, il y a eu quelqu'un qui attendait tout, qui avait besoin de tout, et qui aujourd'hui propose ce genre de choses. Et vous voyez tout ce qu'il a été amené à faire. Et un des éléments importants, même s'il y en a beaucoup quand on décortiquera et quand vous vous souviendrez de son parcours, là, c'est l'importance des rencontres, de rien négliger. Puisque vous voyez que dans ces projets, finalement, c'est une rencontre qui en a entraîné une autre, qui en a entraîné une autre, et ainsi de suite. C'est que ça, que ça, que ça. Donc, il y a évidemment un début où il va falloir dire non à rien. Et puis, à un moment donné, bien sûr, le luxe suprême, c'est de pouvoir dire non. Bien sûr, quand vous verrez un jour où vous direz non, j'ai pas envie de travailler pour telle personne, là, vous direz peut-être que là, on vient de franchir un cap et que c'est excessivement bon signe. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour Théo. C'est extrêmement bon signe, effectivement. Et c'est vrai que si j'avais un conseil à donner, en tout cas, c'est de ne jamais attendre que quelque chose de mieux puisse se proposer. Il vaut mieux, en fait, accumuler. Ne pas avoir peur d'avoir, en fait, trop de travail, plutôt que de se dire oh, ça va faire trop, donc je vais refuser. Parce que, en vrai, bien sûr, ça peut arriver, mais c'est aussi en rencontrant, parce que sur chaque projet, en fait, j'ai essayé, j'ai peut-être pas réussi à chaque fois, mais de vous parler à chaque fois, en fait, des personnes que j'ai rencontrées et qui sont devenues, en fait, des acteurs, en fait, réguliers dans ma vie professionnelle maintenant, des personnes où on peut s'appeler aussi pour prendre des nouvelles, mais aussi si on a un problème, ou si on cherche du travail, ou si ça va en ce moment, enfin, tout un réseau, en fait, de personnes de confiance. J'avais envie de dire, parce que quand vous voyez les productions qu'il fait aujourd'hui, moi j'ai vu ce qu'il faisait au tout début. Donc c'est pareil, c'est important quand aujourd'hui on est devant vous et qu'on voit bien des blocages ou des obsessions ou des choses dans lesquelles vous ne voulez pas aller coûte que coûte, même si on vous dit si, il va falloir que tu y ailles. Théo, j'ai dû lutter, alors lui aussi, il était en lutte avec lui-même, j'ai dû lutter pour l'abandon de la ligne droite. C'est-à-dire qu'en première année, on avait des travaux, mais alors, enfin, épurés, mais jusqu'au chiant. Épurés, noir et blanc, une couleur, c'était éventuellement déjà trop. Vous voyez aujourd'hui ce que c'est devenu. Et puis du trait, et puis de la symétrie surtout, et puis il fallait pas que ça dépasse, et puis il fallait pas mettre une boucle, et puis il fallait pas rajouter un point, et puis voilà. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Donc vous voyez que rien n'est perdu. Donc quand nous on identifie des bugs et des blocages chez les étudiants, c'est aussi même si ça vous paraît très tôt pour déverrouiller tout ça, mais tôt ou tard, vous allez le réaliser et ça va se déverrouiller en fait. Et nous, forcément, on vous le dit, mais par anticipation. C'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment donné, vous allez vous taper contre un mur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, quand je vois les photos, là, tu les as pas mis, mais quand je connais les nouvelles productions photographiques, justement, dans le rapport à la contorsion, dans le rapport à la mise en valeur du corps, dans le mélange des corps, où d'un seul coup, plusieurs corps n'en font qu'un en photographie, on se dit que le chemin, enfin c'est plus un chemin, c'est une espèce d'autoroute ou de tour du monde. Quand moi je sais que cette personne qui aujourd'hui a envie de produire ça, il y a donc je ne sais plus 2021, 2010, quelque chose comme ça, 11 ouais, 10 ans. ne travaillait qu'à la règle, qu'au trait noir et qu'à la symétrie. Donc, vous voyez, prenez tous les conseils et rangez-les si c'est trop tôt pour les mettre en pratique, mais vous les ressortirez un jour, en fait. C'est obligé. Et justement, par rapport à des conseils, qu'est-ce que dans tout ton parcours, entre l'étudiant, entre ta vie d'étudiant, ta vie de jeune aussi tout court, que j'ai connue, j'étais au premier plan, ta gestion ensuite de te lancer seul, le rapport entre ce dont on parle très souvent tous ensemble, le rapport entre commande, appliquée, obligation de, mais en même temps mettre du sien. Quel conseil t'aurais, même si c'est toujours un peu la question bateau, enfin,
Quel conseil Oui. on aurait à donner? Ah, c'est impossible d'en donner un, mais essaye d'en donner un. Oui, bah, je vais en donner un du coup. Euh, le conseil que je peux donner, en fait, c'est de bien considérer toujours le fait qu'une commande, c'est ce qu'une personne ne sait ou ne peut pas faire. Donc, le client a toujours un objectif, une idée en tête, mais en vrai, peut savoir, mais souvent ne sait pas exactement ce qu'il veut. Donc, ce que je suggère, c'est que, au moins à l'initiale d'un projet, en fait, au moment de proposer une idée, à ce moment-là, vous mettez quelque chose que vous aimez, en lien évidemment avec la demande. euh, et à partir de ce moment-là, vous vous livrez un peu, mais il ne faut jamais prendre mal le retour qui peut en être fait, parce que c'est un petit peu la difficulté en fait. C'est-à-dire que mettre de sa personnalité dans ce qu'on fait, on n'a pas vraiment le choix. On ne peut pas vraiment faire autrement, on ne peut pas faire quelqu'un d'autre. Euh, donc en fait, c'est beaucoup de choses. En fait, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses que vous avez vues qui peuvent vous plaire. Ça peut être. En tout cas, c'est très important d'avoir effectivement toute une banque d'images, on va dire, de référentiels, de choses que vous aimez, parce que c'est en cas de doute qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir en fait trouver des idées qui vous plaisent. Ouais, et pour leur situation du présent d'étudiants, qu'est-ce que tu voudrais leur dire au sein de leur parcours en ce moment même, à mettre en application maintenant? Eh bien, si vous entendez parler d'un ami qui cherche à vous faire un logo ou un site web, même pour un blog, ou même pour, je sais pas, un logo pour un compte Instagram, eh bien, dites oui. C'est ce que je peux proposer, en vrai. Parce que c'est aussi comme ça que on a commencé à travailler, enfin, à faire des projets ensemble avec Sébastien. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec toutes les premières personnes que j'ai rencontrées, dont l'attaché de presse qui m'a fait rencontrer Olivier Moore. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai. En fait, il n'y a qu'en disant oui qu'on peut trouver, et même en étant étudiant. C'est ça que je veux dire. Bon ben voilà, en fait, la grande règle, c'est dire oui à tout, professionnellement. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui veulent en profiter pour lui demander des choses par rapport à ce que vous avez vu, entendu, par rapport à tout, ce que vous voulez? Oui. Oui. Alors, je vais reciter la question, hein, parce que comme il n'y a pas de micro, donc on vient de demander à Théo comment a-t-il fait pour venir d'un domaine graphique et intégrer le milieu du spectacle. C'était ça le sens de ta question. Alors, il y a une chose que je peux expliquer concrètement et une partie que je ne saurais pas expliquer, c'est que le spectacle vivant, je l'ai toujours aimé ça et toujours été attiré par ça. Et donc, tout ce qui pouvait tourner autour, j'y ai toujours été sensible, en fait. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est la partie que je ne peux pas expliquer. La partie que je peux expliquer, c'est que j'ai rencontré un attaché de presse qui m'a fait rencontrer une humoriste. Moi, à la base, ce qui me plaisait le plus, c'était la danse. C'est ce que je faisais aussi. Et en fait, je me suis dit humoriste, scène. Je me suis tout de suite accroché à ça, en fait. Tout ce qui peut s'en rapprocher, en fait, le plus. Par exemple, ça peut être, si ça avait été juste l'attaché de presse, je me suis dit, tiens, il connaît peut-être d'autres attachés de presse. Ou alors, il connaît... C'est en fait tout ce qui peut nous amener à ça. C'est... même si des fois, il y a 3 niveaux, il y a le fait d'aimer ça et le fait d'être... Mais en général, je pense qu'à partir du moment où on aime quelque chose, on est plus alerte à ce qui peut en parler autour de soi, en fait. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé, pour le coup. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que d'autres personnes veulent poser des questions? Non, tout vous est apparu fluide. Vous avez. Est-ce que dans la salle, parce que depuis chez vous, je peux pas le savoir. Est-ce que il y a un côté palpable, presque un peu rassurant par rapport à quand on est étudiant et qu'on ne sait pas trop dans quoi on part et qu'on
on sait là où on sait idéalement où on voudrait être. On a plus l'idée de la fin d'une carrière que de l'étape intermédiaire pour y arriver. Est-ce que vous voyez finalement que tout ça, ça se met en place d'une manière ou d'une autre, enfin à un moment donné, et il y a évidemment une partie apprentissage, il y a évidemment une partie, il faut se prendre en main, les gens vont pas venir trouver notre adresse et frapper à la bonne porte, mais vous voyez qu'il n'en est pas décédé et qu'il a été matraqué de travail et à l'école et après des périodes de doute, mais essayer, toujours s'accrocher aux branches, et puis jouer aussi de son image, parce que je pense pouvoir le dire à sa place, et Théo saisit aussi l'importance, j'allais dire presque de séduction, quand on se retrouve devant quelqu'un qui a potentiellement une proposition à nous mettre dans les mains. Il y a un côté, il faut plaire, quoi. Il faut emmener les gens dans notre univers, il faut les rassurer beaucoup, parce que quand on a une commande, les gens ne savent pas de quoi on est capable. Donc il faut tout de suite les rassurer. Et à la fois, parce que j'ai entendu Théo un jour dire que justement mettre du sien dans une commande, parce qu'on a envie que ça nous corresponde aussi, et en même temps le but c'est que ça plaise aussi. J'ai entendu Théo se prendre la tête à comment est-ce qu'on peut faire croire au demandeur que finalement c'est lui qui a choisi, alors qu'en fait pas du tout. C'était Théo qui avait totalement imposé des visuels, et par une entourloupe visuelle et une manière de proposer les choses, un ordre dans les planches de recherche, un ordre dans les propositions de visuels, le client, j'allais dire, il s'est laissé avoir en fait, et il avait la sensation de choisir, mais finalement c'est bien les idées de Théo qu'il a prises et plus les siennes. Donc ça c'est pareil, c'est plein de figures de style que vous allez apprendre en vous adaptant à l'esprit des clients, à l'esprit des gens qui vont faire appel à vous. Il y a de ça effectivement, et puis il y a aussi des techniques entre guillemets de présentation que j'ai apprises en agence aussi, parce que en agence il y a d'autres problématiques liées au coût par exemple, et on sait très bien que si on vend la première piste par exemple, on aura un budget inférieur, etc. Et donc, on trouve toujours un ordre, en fait, ou une façon d'aborder la chose, où on montre plus ou moins. Et en fait, la piste qu'on va privilégier, qui va être la plus intéressante pour les deux parties, parce que c'est de toute façon lié à la fin. Encore une fois, le client n'est pas une personne dont la communication est le métier. Donc, c'est pour ça qu'il faut appel à des gens, à des communicants. Donc, ils peuvent avoir une idée. À la fin, il y a quand même des idées créatives qui peuvent se démarquer. Et c'est vrai que la façon de présenter compte énormément. Pareil, petit message pour les étudiants, puisque voilà, c'est Théo, je sais que tu voulais penser à le dire, mais pour le coup, je vais le dire. Théo, c'est quelqu'un, enfin, dans un ancien temps, vous savez, on avait le droit de faire ce qu'on voulait. C'est quelqu'un qui mange du musée non-stop, qui mange des expositions non-stop, enfin voilà, pour en avoir fait un certain nombre ensemble, des expos à Beaubourg, des nocturnes à Beaubourg, des vernissages dans des galeries, dans tout ça, et il a chopé le truc, quoi. Je veux dire, il n'en est pas là pour rien, c'est-à-dire qu'il a les choses qui font la différence. C'était pas qu'un étudiant, c'est un étudiant qui voulait tout. Donc il va prendre des références dans les peintures, dans des vidéos, dans des sculptures, dans tous les courants artistiques, et il les mange et il se les approprie, il les digère et il en recrée quelque chose. Et dans tous ses travaux, et d'autant plus quand il a la main totalement libre de produire ce qu'il veut, notamment en ce moment des photos, évidemment que tout ça est référencé. Évidemment que les poses de corps sont référencées par rapport à... on peut faire des ponts avec un tas de périodes, notamment de l'Antiquité, et de la sacralisation des corps. Tout ça, ça tombe pas du ciel. On ne pense pas à faire une pose si on n'a pas déjà vu ça dans une sculpture ou une photo de mode ou une photo d'art. Tout a été déjà fait, donc autant savoir que ce qu'il a fait pour faire différemment, mais c'est déjà fait. Oui, parce qu'il y a effectivement le corps, et aussi, en ce qui me concerne, en tout cas, le mouvement. C'est vrai que tous les sculpteurs aussi qui ont étudié le mouvement dans la sculpture, dans tout un tas des peintres, tout ça, effectivement, le mouvement est souvent traité. Et c'est vrai que c'est en fait une banque d'images personnelles, même si des fois c'est compliqué de retrouver le nom. En tout cas, on l'a vu au moins une fois. Et c'est ça qui compte, parce que finalement, trouver la référence, etc., c'est important si on veut en parler et
aussi à l'école, puisque on nous le demande. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ne serait-ce que pour soi, en fait, avoir une culture visuelle, en fait, tout simplement. Oui, c'est un excellent starter pour éviter la page blanche, éviter le blocage, en fait. Il ne s'agit pas d'avoir vous-même l'idée tout de suite, mais il s'agit de se dire, ah, ça, je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Et c'est à partir de là que ça commence. Il ne s'agit pas, vous, tout seul, en étant en train de prendre tout ce qu'on peut vous donner, d'avoir d'un seul coup l'idée géniale. Mais si vous avez une banque d'images, une banque de références artistiques dans votre tête, eh ben, automatiquement, c'est un verrou qui saute, mais dès le début. Et puis après, tout le reste, ça coule, quoi. Il n'y a plus de blocage. Donc on se retrouve très sec dès l'instant qu'on n'a aucun référent visuel sur lequel on se raccroche. Alors, la question, si j'ai bien compris, c'est comment on fait pour différencier dans ce qu'on fait les différentes créations pour plusieurs clients qui sont dans le même milieu, en fait. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que tout le monde est différent. Chaque production est créée par des personnes différentes avec des goûts et des logiques différentes, et produit forcément des artistes qui, eux aussi, ont leur singularité. Ce qui fait qu'en fait, c'est certes un milieu avec beaucoup de modes, comme le stand-up, comme le spectacle, dans le cirque contemporain aussi, le spectacle visuel, tout un tas de notions qui sont très en vogue, on va dire, mais tout ça, ce sont des appellations. En fait, deux personnes ne vont jamais faire la même chose, jamais avec le même univers. Donc en fait, d'un point de vue créatif, on a quand même peu de chances de se tromper. Enfin, de se tromper au sens de confondre. Disons que la couleur, la mise en scène, la gestuelle, l'expression, la mise en page, la typographie, l'équilibre des couleurs, l'équilibre de la typographie, l'équilibre de la mise en page, comment c'est construit. On peut avoir sa recette à soi, mais appliquer en changeant une couleur, une typographie et une façon de voir la chose et en s'adaptant en fait à minima à l'univers de la personne, c'est quand même le sujet, en fait, ça se fait assez naturellement. En tout cas, je n'ai jamais eu peur de ne pas différencier de clients. Notamment Amanda Lear. Ça, on peut pas la confondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Eh bien, Théo, merci beaucoup. Je pense que ça a nourri, ça a rassuré, ça donne envie sûrement aussi. Et c'est à vous de suivre ce genre de parcours maintenant. En tout cas, c'est pas quand on vous en parle en classe, c'est pas virtuel, c'est pas un fantasme des écoles, c'est pas des mots pour vous donner une motivation qui serait juste là pour vous faire travailler. C'est qu'on sait que ça existe parce qu'on les a vus, ces étudiants, et moi je l'ai vu avec Théo et je l'ai vu avec beaucoup d'autres, hein, parce que voilà, j'ai formé, ça fait plus de 15 ans que j'accompagne ou que je guide ou que je conseille des étudiants, et c'est arrivé beaucoup de fois, en majorité même. Après, évidemment, on ne devient pas ami avec tous les étudiants, sinon aujourd'hui je serais quand même très embarrassé. Mais Théo en est un très très bel exemple, je trouve. Et donc pour ça, je le remercie d'être venu et de nous avoir partagé toutes ces productions et qui ne sont qu'un morceau et qui vont évidemment continuer, vous imaginez bien. Merci beaucoup Théo. Eh bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Et merci encore à l'EFFET Studio Créa Lille et à Pascal Toth de m'avoir accueilli sur ce campus. Bonne soirée à tous, merci. Au revoir.